Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, deux sujets au menu, les élections locales et le MGC de Simone Gbagbo qui annonce sa participation à ces élections régionales et municipales. On parlera également du Front populaire ivoirien qui est en ordre de bataille. Nous reviendrons sur un pan de l'adresse du président de la République au Parlement, la politique de relance des logements sociaux. Eh bien, on en parlera tout à l'heure avec nos consultants en plateau en recevant le premier, Guillaume Bateau, directeur des rédactions du quotidien Notre Voix, que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Lansile Bakayoko également, qui est journaliste, chef du service économie à la rédaction de RTI 1. Plaisir également de recevoir Félix Boni, qui est journaliste éditorialiste, qui est avec nous ce soir. Et puis nous terminons également avec une autre sommité de la presse, Mathieu Bledson. Bonsoir. Nous vous retrouvons chez confrère. Bledson qui est du quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Bienvenue dans le club de la presse. Tous les partis politiques se préparent pour ces élections régionales, municipales et régionales, les élections locales, municipales et régionales. Le mouvement des générations capables de Simone Gbagbo a annoncé sa participation à ces élections. On en parle avec Davis Oyo et on se retrouve juste après. Ce n'est pas une association de femmes, encore moins de femmes aigries, prévenait Simone Gbagbo en 2021 lors de la création du MGC, Mouvement des générations capables, érigé en parti politique en août 2022. En début d'année, le parti présentait son plan d'action pour 2023. Plusieurs délégations venues des régions de la Côte d'Ivoire ont pris part à cette rencontre qui fut également l'occasion d'investir les membres du conseil du nouveau parti. À 74 ans, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire s'est réinstallée dans l'arène politique ivoirienne, avec en ligne de mire les prochaines élections locales. Justement, elle a récemment confié sur une chaîne de radio internationale son vœu de prendre part aux élections municipales et régionales. À 5 mois des élections, le MGC entend tisser des alliances avec d'autres partis existants pour parvenir à rafler le maximum de sièges. Toutefois, la présidente du MGC, consciente des enjeux, appelle la gauche à repenser sa stratégie. Cela en vue d'organiser une entité cohérente qui peut convaincre plus facilement les électeurs. Le mouvement des générations capables entend-il jouer les troubles fêtes le 2 septembre prochain? Eh bien, on va reverser cette question ici en plateau avec nos consultants, en commençant d'abord par cette question. Alors, messieurs, quelle est la marge de manœuvre, on va le dire ainsi, de Simone Gbagbo à ces élections locales? L'enseigner? Vous savez, moi je pense que Simone Gbagbo a une carte à jouer parce que sur l'échiquier national, certes, son parti est un mouvement naissant, mais la statue du personnage fait qu'elle est en capacité de glaner aujourd'hui des militants aussi bien au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et compte tenu de son passé aussi, puisqu'elle est de gauche, il y a aussi d'autres partis qui sont de gauche, donc il y a des possibilités de tisser des alliances, surtout que des partis comme le COJEP n'ont pas encore dévoilé leur liste. Bon, le FPI a déjà dévoilé sa liste. Il est probable qu'il y ait des alliances à ce niveau, même si le représentant du FPI qui est sur ce plateau peut nous en dire davantage, mais nous pensons que... Vous parlez du bateau, en fait, avec un regard sur lui. Vu qu'ils sont tous d'obédience de gauche, il est possible qu'ils fassent des alliances, même si nous savons tous que le FPI de Yafi N'Guessan logne du côté du RHDP. Donc, globalement, on peut dire que le MGC de Simone Gbagbo a une carte à jouer, même si sa marge de manœuvre reste relativement réduite. Alors, Guillaume Bateau, qui a été interpellé tout à l'heure par l'Anciné. Oui, d'abord, je vais préciser que je ne suis pas ici en tant que... Je n'ai pas mandat par au nom du Front populaire ivoirien, même si je suis membre des instances. Non. Il est clair qu'on attend. Le FPI a publié la liste de ses potentiels candidats, ses candidats. Le PPACI, le RHDP en a fait autant. Bon, au niveau de ce que je sais, je ne sais pas s'il y a des discussions déjà avec le MGC, je n'en sais rien. Elles ne sont pas exclues aussi. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, parler de la gauche de façon générale, ça va être compliqué.
parce que je ne vois pas aujourd'hui le Fonds populaire ivoirien faire une alliance avec le PPACI, qui a bâti son programme sur la mort du FPI. Donc, quelqu'un qui est venu pour te tuer, si par la grâce de Dieu tu es encore vivant, tu ne vas pas lui offrir ta gorge. Donc, je ne vois pas comment on pourrait faire un front de gauche aujourd'hui avec le FPI, le PPACI, le MGC et le COGEP. Alors qu'en politique, les alliances sont toujours possibles. Oui, elles sont possibles. Mais en tout cas, au moment où nous préparons ces élections locales, régionales, municipales, je ne vois pas je ne vois pas comment le FPI pourrait se retrouver dans le même camp avec le PPACI. Ouais. Je ne suis pas en train de reprendre la parole, mais Guillaume Bato, il faut que tu admettes qu'en politique, il n'y a jamais. Parce que le FPI même a tenté de trucider le candidat du RHDP en 2020. Mais trucider, ça veut dire quoi? Oui, mais il était membre du CNT. Le CNT n'avait pas d'autre vocation que de renverser le régime en place. Écoutez, bon, ça c'est votre interprétation. Ça, c'est votre interprétation. Ce que je dis, nous sommes des journalistes. Il y a des élections dans 4 mois. Je dis qu'à l'état actuel des choses, je n'ai pas connaissance d'une discussion entre le PPACI et le FPI. Je n'ai pas le sentiment que cela est possible dans 4 mois. Maintenant, vous remontez à Matousalem. Ça, c'est votre choix. Dans tous les cas, les élections, ce n'est pas dans 1 an, c'est dans juste 4 mois. Donc, les partis politiques sont en train de publier leur liste. Les discussions au niveau des partis ne vont pas traîner éternellement. Et si on revenait à la question, on va peut-être parler des alliances, mais si on revenait sur... Bon. On jetait le regard un peu plus longtemps sur le MGC de Oui, Simone donc Gbagbo. je disais que le MGC, on attend déjà qu'il affiche ses ambitions. Quelles sont les circonstances dans lesquelles il veut compétir? À partir de ce moment, est-ce que des discussions sont possibles avec le Fonds populaire ivoirien? J'ai dit oui, puisque il n'y a pas très longtemps, Mme Gbagbo, vous l'avez vu, a rendu visite au Fonds populaire ivoirien à son siège. D'abord, c'était pour dire merci aux partis d'avoir participé à leur congrès. Mais après, il y a des discussions. Maintenant, on verra quelles sont les ambitions du MGC, quelles sont les conditions dans lesquelles il veut aller à ces élections, et puis on pourra apprécier. Mais je veux dire, il ne faut pas généraliser, parler de gauche de façon générale. Alors, Bledson Mathieu, sur le cas MGC, je pense que Simone Gbagbo a été suffisamment claire. Et elle va à ces élections avec son parti. Oui, elle veut partir aux élections, c'est son droit le plus absolu. Mais moi, ce qui me concerne, je n'arrive pas à définir la personnalité politique de la formation. Pour la présidente du mouvement, il n'y a pas de problème, on sait qui est Simone Gbagbo. Mais quand tu descends, tu prends Simone Gbagbo, après, je ne vois pas les cadres. Or, les élections municipales et régionales, c'est beaucoup plus une relation entre les cadres et la population. La formation politique compte, mais bon, pas autant que les relations entre le candidat et la population, premièrement. Et deuxièmement, la concernant, je la mets dans un bloc que je vois avec difficulté pour ces élections locales-là. Et dans ce bloc-là, c'est pratiquement l'ancienne famille FPI en 2001 qui a organisé, qui a participé, c'est la dernière fois où ils ont participé à des élections municipales, qu'ils ont perdu d'ailleurs. Le FPI était au pouvoir et tout le bloc était dedans. Babo, Simone, Afi, ils étaient dedans, ils ont organisé les élections en 2001, ils ont perdu. Les chiffres sont éloquents. Le RDR d'alors a eu pratiquement 68 sièges, le PDCI 54 et le FPI a eu 34. Ce même bloc n'a plus participé jamais à une seule élection municipale. Conséquence, leurs cadres n'ont pas... Non, ce n'est pas exact, personne. Ce n'est pas exact. Puisque Gilbert Amalama est maire de Bongouanou, je parle depuis 2001. Bloc. Oui, bon, alors... Non, je parle du bloc. Comme tu as parlé du FPI. Non. Parce que le FPI a participé aux élections municipales de 2018. 18, oui, voilà. Je parle du bloc. Bon, ce bloc n'existe plus. Ce bloc n'existe plus. Oui, mais je parle on est en train de parler de Simone qui était dans ce bloc. OK. Et qui, depuis 2001, n'a jamais participé à une seule élection locale. Le problème, c'est que les cadres de ce parti, qui n'avaient aucune ambition, enfin aucune pression de participer à une élection municipale, ne sont pas allés vers les populations. Et aujourd'hui, ils vont affronter un parti qui, depuis 2001, est habitué aux élections. Un parti qui, quand il va arriver au pouvoir, va obtenir des résultats sur le terrain qui arrangent ses cadres. Donc comment Mme Simone Gbagbo, qui depuis 2001 n'a pas participé à une élection locale,
n'a pas fait d'élection municipale. Donc ces cadres sont restés sur Abidjan, concentrés sur leurs activités politiques nationales, sur leurs activités administratives. Donc n'ont pas eu le temps d'aller au village. Elle vient aujourd'hui, va participer à l'élection municipale, et même mieux, et ce qui est inquiétant pour les autres aussi, les élections régionales. Parce que même à l'époque de leur temps, il y avait les élections du conseil généraux qui concernent les départements. Donc il y a des cadres qui sont originaires d'une ville, ils s'intéressent à ce qui se passe dans la ville et autour de la ville, mais ils ne sont jamais allés dans l'autre ville à côté. Aujourd'hui, ils doivent aller au régional, où c'est 3 à 4 départements. Comment ils font? Ils n'ont jamais été proches des populations. Je crois que c'est l'essentiel des difficultés que l'ensemble de ce bloc-là a, et en particulier aussi Mme Gbagbo, qui est la seule leader connue. Bon, voilà, bon, c'est ça. Félix Boni, le MJC de Simone Gbagbo, c'est mal parti pour ses ambitions affichées? Non, on ne peut pas dire que c'est mal parti. C'est au résultat qu'on saura ce qui va se passer. Alors, contrairement à ce que Blesson dit, il faut voir que dans le MJC, il y a quand même une bonne partie de cadres de PPACI, pour ne pas dire de l'ex-FPI quand même, qui l'a rejoint. Entre autres noms, on pourrait Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous appelez ex-FPI? Le FPI est vivant? Le FPI... Oui, mais quand vous dites ex-FPI, alors que le parti est vivant... Le FPI, non, qui n'était pas éclaté. Donc, oui, mais donc, voilà. Les mots en français ont leur sens. C'est peut-être pour ça que Bledson parlait de l'ancien bloc. Résumé, peut-être. Oui, bon, le FPI... Ancien bloc, il n'y a pas de ex-FPI. D'accord, je pense que l'esprit, on a compris l'esprit Bateau. On a compris l'esprit Bateau. Autant pour moi, Bateau, le FPI de l'époque qui rassemblait Simone Gbagbo, Affi N'Guessan, Laurent Gbagbo et tout le bloc. Alors, dans ce FPI de l'époque, il y avait des hauts cadres qui aujourd'hui ont rejoint Simone Gbagbo. Je vais citer entre autres le ministre Émile Guiraolou, qui est député de Djiglo, député EDS qui est l'ex-bloc, le dernier bloc qui a éclaté et qui laisse maintenant tout l'ensemble de sa formation politique. Émile Guiraolou, qui est de Djiglo, qui est député à l'Assemblée nationale présentement. Vous avez le ministre Secret Richard, qui a été président du conseil général de Bondoukou. Vous avez à Boisseau, Lazare Kofi, qui a été ministre dans le gouvernement de Gbagbo. Vous avez notamment au niveau de Simone Gbagbo elle-même, qui est quand même une forte personnalité dans la région du Sud-Komoué. Et dans certaines régions, elle a quand même quelques cadres sur lesquels elle peut compter pour essayer de compétir. Donc, est-ce que j'ai entendu dans le reportage qu'elle va jouer au trou de fête? Je pense que Simone Gbagbo a bien affiché son ambition. C'est-à-dire, participer à une sorte de front de l'opposition, de sorte à aider l'opposition, ensemble l'opposition, à faire face au pouvoir en place. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'aller en solo. Elle sait que si elle part en solo, ce sera très difficile. Et d'ailleurs, pour toute l'opposition, avec cette façon dont les choses sont en train de se présenter, si l'opposition va en rang aussi dispersé, face à une machine électorale que le RHDP représente, parce que quand on est au pouvoir, on a une machine électorale. Le RHDP a participé à des élections depuis 2000 jusqu'à cette période. Elle est rodée à des élections, elle a des hauts cadres comme Adjoumani qui sont députés, qui ont été élus depuis près de 20 ans, Patrick Haché et autres. Ils connaissent bien les rouages des élections, ils sont présents sur le terrain. Et si cette opposition part aujourd'hui en rang dispersé, c'est clair qu'au départ déjà, c'est un peu mal parti pour toute l'opposition et non pas forcément pour le MJC seul. Oui, moi je veux dire une chose, il faut qu'on soit plus précis. Il n'y a plus de bloc de l'opposition. En tout cas, l'opposition qui était en 2020 n'existe plus. Il ne faut pas qu'on fasse la fine bouche. Le bloc de l'opposition qui était face au RHDP en octobre 2020 n'existe plus. Par la faute du PDCI et du PPACI, qui ont fait éclater ce bloc en janvier-février 2021. À l'occasion des législatives, ils ont décidé qu'eux, ils étaient les plus puissants, ils pouvaient aller seuls, ils ont exclu les autres. À partir de ce moment, le seul bloc qui peut exister aujourd'hui, si Mme Gbagbo veut se joindre à eux, c'est son choix, c'est peut-être le PDCI et le PPACI. Parce que les autres, ils ne sont plus avec eux. Encore, quand on regarde l'évolution des choses, on a le sentiment même que le PDCI et le PPACI, qui sont les derniers mohicans de cet ancien bloc, ça ne va pas très bien. Ils ont du mal à accorder leur violon et à choisir. Donc, il ne faut pas rêver. D'accord. Ceux qui ont travaillé à saboter l'opposition en 2020, ils doivent tirer les conséquences. Ils seront seuls, ils n'auront pas le soutien des autres. Mais quand elle parle du front de l'opposition, elle n'a pas dit un front socialiste, elle parle d'un front de l'opposition. Donc, elle a bien expliqué qu'elle a aussi rencontré le président Bédié. Ça veut dire qu'elle est prête éventuellement à accompagner la liste. Donc, elle sera avec le président Bédié, le président Gbagbo, c'est finalement en fait la question. Sans le FPI.
c'est finalement en fait la question. On a d'un côté le RHDP qui a présenté ses candidats partout, dans toutes les localités, et puis on a l'impression qu'en face, notamment au niveau de la gauche, on se cherche encore, Bledson. Alors comment on réussit s'il n'y a pas d'alliance? Oui, parce que le problème, ce n'est pas tellement d'avoir une opposition qui fait bloc face à un parti au pouvoir. L'idéal pour un pays, c'est ça, c'est qu'il y a. Mais la première difficulté, c'est que quand on arrive aux élections locales, à l'intérieur des formations, le premier ennemi, c'est la formation elle-même. C'est-à-dire, c'est quel cadre on prend pour laisser quel autre. Et est-ce que celui qu'on ne prend pas va se rallier particulièrement? Quand il y a ce problème à l'intérieur d'une formation politique, c'est même difficile maintenant lorsque deux partis politiques doivent s'associer. Tout à l'heure, il a parlé d'une possible alliance PPACI, PDCI. C'est difficile parce que chacun a ses cadres. Déjà, chacun ne fait pas l'unanimité. C'est-à-dire, à l'intérieur de ta formation, tu as dans une ville donnée 2 ou 3 candidats. Tu dois choisir un et laisser les 2 autres. Si tu t'allies à une autre formation, ça veut dire que tu dois être prêt à laisser tomber ton candidat au profit de l'autre. C'est un peu compliqué. Lors des législatives, le PPACI, le PDCI, à l'époque, ont réussi parce qu'à Yopougon, tu as 5 postes de députés. Donc, c'est plus facile de se partager. Aujourd'hui, c'est un seul poste. C'est un seul poste par commune. Bon, déjà, à l'intérieur des formations... Au législatif, ça n'a pas marché. Hein. Ils ont perdu dans plusieurs localités parce que ça n'a pas marché. On a vu des candidats EDS avec des candidats EDS-PDCI, des candidats PDCI. Et ça, donc, là où il y avait possibilité de faire des listes avec plusieurs élus, ça a été facile. Mais là où il faut une seule personne, c'est difficile. C'est une question d'homme, hein, c'est une question de personnalité. Et comme en Côte d'Ivoire, on n'a pas d'institut de sondage, c'est vraiment un élément qui manque à notre démocratie, vraiment vivement qu'un jour on puisse en avoir. Chaque candidat estime qu'il peut gagner. Dans le regard, il écoute son entourage le plus immédiat. Non, tu peux gagner. Et chacun va avec cette conviction. Donc, tu arrives aux élections, tu as un candidat officiel, souvent 1 ou 2 autres candidats indépendants, ça plonge le parti. Donc, quand tu sors de là et que tu donnes un café bloc, ça crée des problèmes. Bon, donc, pour vous, en fait, les alliances, ce n'est pas possible. Bon. C'est un peu difficile, et même si elles ont lieu, à certains endroits, elles ne seront pas efficaces parce que ça va créer des candidatures indépendantes, ça va créer... c'est pas... Non, les alliances... Le PDCI et le RDR, au sein du RHDP, on fait des alliances qui ont... Vous avez donné tantôt des chiffres. Le RDR qui a gagné les élections de l'époque avec 64 élus locaux et le PDCI qui en a gagné 50. Mais à cette époque, le RDR et le PDCI étaient en alliance. Il faut aussi dire, quand... En quelle année? Jusqu'à présent, c'était les élections organisées sous Laurent Gbagbo. À cette époque. En 2001, l'alliance... C'est pas vrai. Le PDCI n'était pas en alliance en 2001, c'est pas vrai. Le PDCI... C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Sous Laurent Gbagbo, le PDCI était de l'opposition et cette opposition avec le RDA de l'époque, ils sont allés séparément. Mais ils sont allés séparément, mais à des endroits où le PDCI, par exemple, n'a pas présenté de candidature à laisser le RDA partir, notamment dans les zones du Nord. C'était peut-être un constat de fait. C'est pas exact, Dibi. C'était de fait. Si. 2 minutes, je fais une précision. Oui. En 2000, quand le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, dans le premier gouvernement à Finguessan, il y a 7 ministres PDCI. Oui. Il n'y a pas de ministre RDA à cette époque. Non. Donc le RDA n'était même pas plus proche du FPI pas plus proche du PDCI que le PDCI était proche du FPI. La preuve, aux élections de conseils généraux, donc 2 ans après, ici à Abidjan, le PDCI était en alliance avec le FPI, avec Amondi comme candidat. Donc tu ne peux pas dire que le RDA était avec le PDCI, ce n'est pas vrai. Le RDA est rentré au gouvernement Gbagbo en août 2002, juste quelques jours avant la rébellion. Donc, pendant la période d'octobre 2000 au déclenchement de la rébellion, le PDC était plutôt proche du FPI que du RDA. Ça, ce sont les faits. Bon, d'accord. Puisque nous parlons d'alliance, Lansana Bakayoko, pour les partis qui ne sont pas suffisamment implantés sur l'ensemble du territoire national, est-ce que la solution se trouve dans l'alliance ou alors ce n'est pas du tout possible? D'abord, il faut savoir que la politique, c'est d'abord le rapport de force. Donc, c'est celui qui a la force, qui est dans la locomotive et qui tire les autres sous forme de wagon. Mais je pense qu'en ce qui concerne les élections locales, notamment les élections municipales, c'est une élection de conseillers. Donc, quelqu'un peut ne pas être très fort dans une région, mais pour des questions de représentativité, peut se retrouver au sein du conseil municipal. Et c'est très important, vu que ce sont ces conseillers municipaux qui participent
disons, aux élections sénatoriales. Donc, c'est vraiment très, très important. Voilà pourquoi moi, j'ai accepté, ou bien enfin, j'ai compris la posture du FPI qui a essayé de faire une sorte de maillage territorial où il a quand même implanté des candidats dans suffisamment de régions, en tout cas 26 ou 27 sur 31 régions. 30 sur 31. 30 sur 31 régions, et puis au niveau des législatives, au niveau des municipales, il a aussi planté des candidats un peu partout. Moi, je pense que ça, c'était une bonne chose quand on sait que le FPI n'est pas un parti aujourd'hui très, 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 très puissant, même si ça ne va pas plaire à mon voisin de gauche. Non, on est réaliste, on sait qu'on n'est pas au pouvoir, donc on n'a pas la puissance du RHDP. Mais ça, c'est d'une évidence aveuglante. Bref, Guillaume, on laisse l'enseigner, s'il vous plaît. Tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il n'y avait pas de force assez représentative au niveau des partis dans les régions. Mais je pense que c'est un argument un peu spécieux parce qu'il faut que nous sachions ce que nous voulons. Nous disons que nous voulons un renouvellement de la classe politique et donc il faut qu'il y ait de nouvelles personnes qui viennent incarner le leadership politique national aujourd'hui. Et Mme Gbagbo, puisque c'est d'elle qu'on parle, enfin, en tout cas de son parti, a aujourd'hui des cadres. Félix en a énuméré beaucoup, mais il en existe d'autres qui peuvent lui permettre aujourd'hui d'aller au devant de la scène. Mais le plus grand gagnant, en tout cas le plus grand gagnant que moi je vois venir, ce sera le RHDP. D'autant que si l'ensemble de l'opposition politique est aujourd'hui émiettée telle qu'elle est aujourd'hui, avec le FPI, le COGEP, et qu'il n'y a pas de possibilité d'alliance, je pense que ce serait un boulevard pour le RHDP. Donc, à mon avis, il s'agit pour l'opposition, en tout cas pour nourrir la démocratie, pour que nous les observateurs ayons des choses à dire, il faut quand même qu'il y ait des alliances qui se dessinent. Ça peut être au cas par cas. Et je crois que Afin N'Guessan même l'a dit, que ce sera au cas par cas. C'est vrai, ça peut ressembler à des choses contre nature, mais la politique, c'est aussi des choses qui sont... On fait le possible avec l'impossible. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire que l'ensemble des protagonistes, enfin, l'ensemble de la classe politique aille au-devant des électeurs pour qu'on puisse connaître, au moins jauger la stature, en tout cas le poids de chacun des principaux partis. Parce qu'on l'a dit la fois dernière, cette élection, c'est la pesée. C'est la pesée. On a trop bavardé, on a trop chicané sur la représentativité. Aujourd'hui, il s'agit de savoir qui est qui. Bon, je vous rassure tout de suite, hein, on aura largement l'occasion de parler du PDCI RDA. Mais restons un peu sur la gauche avec le Front populaire ivoirien qui est aussi en ordre de bataille. Est-ce que, Blaise Mathieu, on peut dire que le Front populaire ivoirien a les mêmes problèmes que le MGC? Oui, ça va peut-être plaire à Guillaume Bateau. Vous n'êtes pas ici pour me faire plaisir, vous dites ce que vous pensez, je vous répondrai. Si non, pour moi, Afin N'Guessan a le même problème que Simone Gbagbo. Comment trouver des électeurs? Parce que les candidats, on peut le trouver. Hein. Quand vous regardez la liste, vraiment, le FPI a couvert l'ensemble du pays quasiment. Seulement, ceux qu'il a choisis dans ces villes et dans ces régions, quelle est leur représentativité, quel est leur rapport avec les populations. Ça me pose un problème. Je ne suis pas très certain. On a analysé avant l'émission le cas de Bongouanou. Ça, il n'y a pas de problème. C'est le fief d'Afin N'Guessan. En principe, les choses devraient bien se passer pour lui. Même si on peut s'attendre à des surprises. Mais si quelqu'un d'autre gagne à Bongouanou, que ce n'est pas Afin, on dira que c'est une surprise. Par contre, quand je regarde la liste de ces candidats dans les différentes régions, je prends celle qu'il a présentée à Boisseau, c'est Christine Adjobi. Bon, c'est une grande dame pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je ne sais pas comment elle va se débrouiller face à Kaoulé, qui a passé au moins 10 ans à parcourir les villes et villages de Surkomoy. Qui était président du Conseil général. Qui est président du Conseil régional sortant, qui est constamment en contact avec les populations, alors qu'elle est plutôt une cadre sur le plan national. Elle a géré un ministère, elle est vraiment bon. Mais est-ce qu'au village, elle y a mis un pied? Bon, voilà, quand je pose des questions à des amis qui sont là-bas, on ne la connaît qu'à Abidjan. Donc ça m'inquiète un peu pour l'ensemble des candidats, parce que les élections municipales et régionales, c'est d'abord le contact de l'individu avec les populations. Donc déjà que ces partis sont faibles dans beaucoup de régions,
si en plus vos cadres n'ont pas pris l'habitude d'aller constamment au village, d'assister, parce que chez nous, c'est pratiquement ça. Il y a Noël, il y a Tabaski, il y a Pâques, il y a la rentrée. Est-ce que tu es présent? Il y a les funérailles, il y a les mariages. Quasiment, c'est ça qu'on attend des élus. Et puis, il y a quelques réalisations. Si tu n'as fait aucune réalisation dans une région, tu n'as pas participé à des funérailles, à des anniversaires, tu n'étais pas là à Noël, tu n'es pas là... Bon, vraiment, il ne faut même pas aller déranger les parents pour leur dire « votez-moi ». Bon, d'accord, je pense qu'il y a Félix qui regardait en voulant réagir. Oui. Ça me fait rire parce que c'est comme si Bloodson avait l'agenda de Mme Christine Nebou-Adjobi pour savoir si elle a parcouru à la funérailles. Ce n'est pas tout ce qui se présente à la télévision. Elle est dans l'opposition. Elle peut mener des activités sans forcément la médiatiser. Donc, vous ne pouvez pas savoir a priori si elle a fait le tour du terrain ou pas. Ceci étant dit, même à Finguessan, pour l'instant, sur la liste que je vois, à Bongouanou, on n'a pas de candidat aux élections municipales, on n'a pas encore présenté de liste. À Arras, juste à côté, une sous-préfecture, un département du Moronou, il n'a pas de candidat. Sur les 194 candidats qu'il a, il y en a 2 qui manquent au niveau du Moronou, alors qu'il n'y a que 7 municipalités où il n'a pas de candidat, y compris chez lui. Peut-être que c'est de façon stratégique. Est-ce que Arras, où la fille de son aîné est candidat, et plus qu'il est son aîné également proche du RHDP, est-ce qu'il concède ce poste dans le cadre de l'alliance qui est en train de se dessiner avec le RHDP? Mais il faut retenir une chose, il ne faudra pas a priori penser qu'Afinguessan peut-être part affaibli. Afinguessan est très stratège. Les élections municipales, c'est des élections à la proportionnelle. Avoir des candidats partout, même si ces candidats échouaient, il aura des représentants dans les conseils municipaux. Mieux, Afinguessan entrevoit une alliance avec le RHDP. Alors, si le RHDP gagne, comme on est en train de l'entrevoir aujourd'hui, si l'opposition va émietter, si le RHDP fait ce raz-de-marée et qu'Afinguessan a des conseillers municipaux, là où le RHDP a gagné, je pense que tout ça participe de la consolidation éventuelle de l'alliance qu'il est en train d'entrevoir. Donc, il ne faudrait pas très vite dire qu'il ne gagnera pas. Et puis, qui sait si les cadres désignés par Afinguessan sont des gens très actifs sur le terrain. Alors, sur ce plateau, nous sommes incapables de dire si ces cadres sont très actifs, bien représentatifs sur le terrain, mais lui, il ne les aura pas désignés. C'est-à-dire qu'il n'a pas désigné des losers pour aller faire de la figuration aux élections pour qu'à la fin du résultat, on dise qu'il a gagné seulement 2 postes de municipalité sur les 201 communes qu'on a. Donc, il ne faudrait pas très vite. J'allais dire, indexer le parti d'Afinguessan en le minimisant avant les élections. En ce qui concerne Simone Gbagbo, je vais terminer sur ce point. Rapidement. Dire que Afinguessan a le même sort que le FPI, a le même sort que le MGC, non, il ne faut pas mettre les 2 partis sur le même piédestal. Le MGC, c'est un parti qui n'a qu'un an, qui a des cadres qui sont des visages pratiquement presque nouveaux. Contrairement à Afinguessan qui est sur le terrain, qui n'a pas bougé. Durant tous ces temps ces périodes qu'on a connues, elle a eu des candidats, a participé à tous les débats politiques, à des cadres qui sont présents eux-mêmes sur le terrain. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, il ne faudrait pas comparer ce qui est incomparable. Le FPI n'a jamais disparu. Le MGC, c'est un parti qui a 1 an. Donc, je ne pense pas qu'il faut mettre les 2 dans le même panier. Non, nous ne sommes pas sur un plateau de comparaison. Non, évidemment, le FPI est quand même... Je vais quand même dire quelque chose. Oui, hein. rapide, oui. C'est que quand tu parles du FPI, et Guillaume Bateau ne pourra pas me contredire, mais ça ne va pas Ça le dépend de ce que tu vas dire. Ce n'est pas aussi ancien que ça. Le FPI d'Afinguessan actuel est parti de la date de naissance du PPACI. Non. Avant cela, le Afinguessan c'est quand même un nouveau départ. Mais les militants ne sont pas nouveaux. Ce qu'il faut entendre par Blaise. Avant la naissance du PPACI, Afinguessan fonctionnait comme un bloc dans lequel se trouvaient les pro-Babo et Babo lui-même. Même s'il avait quelques difficultés de rapport, mais c'est à partir de la naissance du PPACI qu'Afinguessan a repris les choses en main en disant... Vous convenez avec moi que Touré Amara faisait partie des hauts cadres du FPI de l'époque. Ce Touré Amara, il est candidat, par exemple, au Nord. Donc, vous n'allez pas me dire qu'il n'est pas représentatif dans sa zone. Pour moi, dire que c'est le FPI de 1988 qui est aux mains d'Afinguessan, c'est pas la même chose que 2023. D'accord, on a bien noté. Oui, d'abord, il faut, bon, comme ce sujet est venu, le Front populaire ivoirien, il est le même depuis sa création, depuis le multipartisme jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, il y a des cadres qui ont suivi le président Gbagbo. Il y a des cadres qui sont partis avec Mme Simone Gbagbo. Mais aussi, malheureusement, il y a des cadres qui sont décédés. Mais ça fait partie de la vie. De la vie de façon, j'allais dire, générale. Donc, mais le Front populaire ivoirien
dans ses fondamentaux, dans ses ambitions, reste le même parti et il est dirigé par le président Afi depuis juillet 2001. OK. Que d'autres cadres soient partis, ça, c'est un fait, mais ça n'enlève rien au FPI. Il n'a pas changé de couleur, il n'a pas changé. Le président Afi est en poste depuis 2001. Deuxième chose que je voulais dire, oui. Il a évoqué le cas de Mme Adjobi. Bon, j'aime bien la réponse que lui a donnée Félix, mais Mme Adjobi a été candidate aux législatives en 2016. Et en 2021, elle est ancienne ministre, c'est une militante. Vous savez, les élections régionales, je suis d'accord avec Bledson sur un aspect, c'est la rencontre entre les cadres et les populations. Il est évident que quand vous n'êtes plus au pouvoir depuis près de 15 ans, vous n'avez pas la même force de présence sur le terrain que ceux qui sont au pouvoir. Ça, c'est évident. Néanmoins, et je crois que c'est Lancinet qui l'a dit, une élection d'abord, ces élections locales sont d'abord des élections de liste. Ensuite, ce sont des élections proportionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Danané, où nous présentons par exemple notre camarade Thieu Bassé Ernest, qui sera peut-être face au RHDP et à deux candidats, si d'ici septembre, nous avons des accords avec des candidats, notamment avec ceux du RHDP, on pourrait voir comment ensemble on va sur une liste. Si on n'a pas d'accord, OK, chacun compétit, et si nous avons la chance de gagner, c'est tant mieux. Si nous ne le gagnons pas, les sièges sont répartis à la proportionnelle. Celui qui gagne prend les 50 premiers sièges et le reste des sièges est réparti en toutes les autres listes en fonction du score. Oui. Donc forcément, vous envoyez des conseillers municipaux, vous envoyez des conseillers régionaux. Oui. Et une élection aussi, ça peut être l'occasion de positionner de nouveaux visages dans des régions pour pouvoir faire grandir le parti pour l'avenir. Donc, c'est pas forcément pour gagner. Voilà, on ne va pas forcément pour dire si je ne gagne pas, ce sera le déluge. Non. C'est bien entendu. Nous sommes dans une logique de construction, de renforcement de la démocratie. Nous avons en perspective une alliance avec la RDP. Nous verrons comment discuter, et puis après, on ira à la compétition. Nous, on n'a aucun problème. Il y a Bakayoko qui n'a pas parlé depuis. Juste 10 secondes pour dire, une élection locale, il ne faut pas regarder la tête de liste. C'est une liste. Donc la présence sur le terrain, là, c'est l'ensemble de la liste qui est présente sur le terrain. Absolument. Oui, c'est évident, oui. Et puis je vais dire, la présence sur le terrain est subjective. Moi, comparaison n'est pas raison, peut-être ça c'est à un autre niveau, mais si vous avez vu, au Bénin, lorsque Patrice Talon venait au pouvoir, il était quasiment pas... On avait l'impression qu'il n'existait pas. Absolument. On avait l'impression qu'il n'était pas là, mais au finish, c'est lui qui a remporté. Idem pour Macky Sall au Sénégal. Ce n'était pas le plus tonitruant sur la scène politique, mais c'est lui qui a fini par remporter. Donc, oui. Bledson, pour te dire qu'il y a des gens qui peuvent être là, on peut ne pas les voir tous les jours, puisqu'ils n'ont pas la pression médiatique n'est pas de leur côté, mais il faut dire qu'il y a des gens qui font du travail en sous-main et qui peuvent avoir un rôle à jouer. D'accord. Alors, je vous fais la promesse. Je vous fais la promesse. Dans une dizaine de secondes. Il y a un petit détail quand même, parce que mes propos peuvent laisser croire que le RHDP va forcément faire razzia. C'est vrai que sur papier, mais je dis que sur le plan local, ça va aussi dépendre à l'intérieur même des formations politiques, quels sont les combats qui sont là et quelle est la force que la direction du parti a eue pour mettre tout le monde en ordre de bataille. Bon, alors, il y a plusieurs facteurs. Il peut y avoir des surprises. Oui, un candidat bien sûr, et il y aura des surprises. Ou un candidat d'une formation politique qui n'est pas très présente, mais comme le choix peut-être du Bledson, on est à 30 secondes. Okay, vous avez demandé 10. Non, merci. Je vous fais la promesse, on va en reparler. Ces élections locales, ce n'est pas terminé du tout. Dans le Club de la Presse, on va en reparler très certainement. Et je vous parlais tout à l'heure du PDCI. On aura également la question de la liste électorale. Il y a pas mal de sujets qui nous attendent. On va regarder un autre sujet. Face aux députés et sénateurs, le président de la République a fait l'état de la nation. Revenons sur l'une de ses décisions, l'accélération des logements. Davis Oyo. Des efforts sont également faits pour l'assainissement du cadre de vie de nos concitoyens, notamment dans le Grand Abidjan. Le programme des logements sociaux, dont la mise en œuvre a connu certaines difficultés, a été relancé au travers de vigoureuses réformes. Et dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques, de nombreux projets sont en cours. Plus de 30 000 logements ont été construits jusqu'à maintenant. Je me félicite particulièrement de la récente remise des clés à plus de 5 600 acquéreurs de logements à Songon, dans le district d'Abidjan. Un nouveau programme de 25 000 logements sera lancé prochainement
dans les communes du Grand Abidjan et de plusieurs villes de l'intérieur, à l'instar de Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Voilà, l'extrait nous est proposé par Davis Soyo. Alors, messieurs, le président de la République a donné le ton. On sait une détermination. Il y a 600 000 logements comme déficit au total. Cette fois, on s'est dit c'est la bonne, Félix? J'espère que cette fois sera la bonne parce que si on fait le point par rapport au lancement des logements sociaux, à l'époque, lorsqu'on lançait, on parlait de 400 000, un déficit de 400 000 logements par an en Côte d'Ivoire qu'il fallait combler. On avait lancé une opération pour 75 000 logements et quelques années après, presque une décennie, on vient d'annoncer que 30 000 logements sont sortis de terre. Je précise que ça fait 2 ministres qui se succèdent à la tête de ce département. Le compte n'est pas encore, en tout cas le compte n'est pas encore bon. Et on espère que ce nouveau départ va permettre de rattraper ce retard parce que si 10 ans après, on n'a que 30 000 logements pour 400 000 logements en termes de besoins par an, je crois qu'on est très, très, très loin du compte. C'était le total. Là, maintenant, on est passé à 600 000 au total. On est passé maintenant à 600 000 et le président vient de lancer maintenant qu'on aura 25 000 logements à venir. Vous voyez qu'on est très loin du compte. On est vraiment très loin du compte et les choses vont très lentement. Mieux, quand on regarde un peu, on prend un peu l'axe Abidjan-Dabou et qu'on regarde ces logements qui sont sortis et ceux qui les habitent déjà dès maintenant, on a parlé de logements sociaux. Mais allez-y voir, par exemple, les premiers acquéreurs qui ont pu avoir leur logement. Est-ce que ce sont vraiment des gens... Parce que c'est bien écrit au départ que c'est les personnes démunies qui pourront bénéficier de ces maisons. Quand vous arrivez aujourd'hui dans ces habitats, ce n'est pas des démunis qui sont dedans. Finalement, on se pose la question, c'est simplement un projet immobilier ou c'est un programme présidentiel de logements sociaux pour les économiquement faibles afin qu'ils puissent disposer de logements pour améliorer leur cadre de vie. Il y a de grands points d'interrogation et on verra pour la suite ce que cela va donner. Blesson Mathieu, je pense que tout cela a été relevé et puis on a relancé les choses pour mieux rattraper. Oui, il y a eu un certain nombre de difficultés. Le président de la République en a parlé sans revenir sur les détails. Mais auparavant, il avait laissé le soin à son Premier ministre, Patrick Hachi, d'expliquer qu'est-ce qui a fait que le programme des logements sociaux qui était lancé avec beaucoup d'espoir a connu des difficultés. Et puis, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que ça redémarre. Donc, on avait un problème du foncier. Ça a été maintenant réglé. Aujourd'hui, l'ACD a obtenu en moins de 6 mois. On avait aussi un problème de coût de ces maisons-là. La maison revenait un peu plus chère. Donc, du coup, la part à payer par l'acquéreur devenait élevée. Et le crédit aussi était élevé. Donc, ce que l'État a fait, c'est de dire, bon, on va trouver les moyens de produire sur place une bonne partie des matériaux qui rendent la construction. Ça, c'est fait. Donc, du coup, le coût de la maison revient relativement abordable. Ensuite, il fallait faire une deuxième chose, trouver un crédit accessible pour que les gens se retrouvent à payer entre 90 000 et 100 000 pour pouvoir accéder à une maison qui puisse leur revenir au bout d'une vingtaine, une trentaine d'années. Donc c'est ça qui a été réglé, pour ce qui a permis maintenant au programme de redémarrer avec beaucoup plus de souplesse, notamment avec l'ANA, qui est l'agence nationale de l'ancienne Sikoji, qui est devenue une agence beaucoup plus structurée, avec le ministre Bruno Koné, qui suit particulièrement. Donc ça, c'est d'abord ça. Maintenant, il a révélé quelque chose en disant, j'ai vu des maisons, je ne suis pas sûr que ceux qui y habitent sont des démunis. Non, les logements sociaux, bon, ça je parle à mon nom, ce n'est pas forcément pour les démunis. Ce que le gouvernement fait, c'est de dire quelqu'un qui est à Abidjan, qui paye un loyer de 100 000 francs par mois, on doit pouvoir lui trouver la possibilité de payer, de rentrer dans une maison qu'il paye et que la maison peut lui revenir. Voilà. Mais lorsque le programme est fait, ceux qui vont souscrire, on ne dit pas qu'il faut forcément que tu aies d'abord, tu loges dans une maison qui paye 100 000, non. Le gouvernement a réglé ce problème et a réglé un autre aussi, ceux qui n'avaient pas de salaire, qui n'avaient pas de bulletin de salaire, mais qui ont des revenus. Le gouvernement a trouvé une solution en créant une structure qui encadre cela, qui permet à quelqu'un qui est maçon, qui est menuisier, qui n'est pas salarié, mais qui paye mensuellement un loyer de pratiquement 100 000. Il dit, ce monsieur-là, bon, si tu tiens compte de son bulletin de salaire, tu ne pourras jamais lui trouver une maison. Donc c'est fait pour que l'individu lambda, en tout cas ceux qui ont un minimum de moyens, puissent acquérir une maison jusqu'à sa retraite. C'est vraiment ça. Oui, Bateau. Oui, je pense qu'il y a des efforts qui sont certainement faits et on a vu tout le rythme de travail du ministre Koné Bruno. Mais
il est clair qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Je pense qu'une des difficultés, c'est que la question du logement est encore trop centralisée au niveau national et que les collectivités locales ne sont pas suffisamment impliquées pour que ces programmes-là puissent se faire au niveau peut-être régional et même peut-être municipal. Dans d'autres pays, les questions de logement sont traitées par des municipalités, par des collectivités locales. Je crois qu'il faut aller dans ce sens. Parce que tant que tout est centralisé au niveau d'Abidjan, c'est vrai, on voit que le coût du foncier à Abidjan est trop élevé. Et ça joue forcément sur... Des logements sont annoncés à Korogo, à Boaké... C'est ce qui est souhaitable. C'est ce qui est souhaitable. Mais est-ce que ceci est fait en accord et en partenariat bien compris avec les collectivités décentralisées? Moi, c'est ça ma préoccupation. Nous allons à des élections régionales. Il serait bien, par exemple, que dans les compétences des régions, ce programme présidentiel puisse être pris en compte pour que les logements là puissent être faits au moins dans les 31 chefs-lieux de région. Déjà, on pourrait aller plus vite. Parce que si vous louez une maison à Abidjan, mais que vous avez un bâtiment qui vous appartient chez vous, à Korogo, à Boundiali ou à Man, ça peut faire accélérer le processus. Donc, je pense que, Dibi l'a dit, je suis tout à fait d'accord, 30 000 logements après 10 ans et pour un déficit de 600 000 logements par an, il y a beaucoup d'efforts. Et il faut que ce soit un programme, comme le chef de l'État l'a dit la dernière fois pour la question de la jeunesse, où là, il promettait 1 milliard chaque jour pour les jeunes. Je crois qu'il faut en arriver aussi à ce niveau, qu'on puisse engager 1 milliard chaque jour pour produire des maisons. Alors, je pense que sur les chiffres, il est bon qu'on s'accorde. Hein. Le déficit, c'est bien 600 000 logements au total, pas par an. Non, je voudrais d'abord faire cette précision. Le déficit, c'est 600 000 logements globalement. Et je voudrais préciser qu'il y a l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble globalement, sur l'ensemble du territoire. Donc 400 000 à Abidjan. Non, pas par an, au total. Non, pas par an, au total. Soit 400 000 à Abidjan et 200 000 à l'intérieur du pays. 30 millions d'habitants. Je voudrais aussi préciser que il y a eu 3 ministres de la construction. Vous avez peut-être oublié l'épisode d'Isaac D. Peut-être que ça a été un épisode éphémère. Bon, bref. Il n'a pas été un ministre très percutant, apparemment. Bon, je vous laisse l'entière responsabilité de vos propos. Puisque Dibi, il n'a pas reconnu. Oui, c'est juste une omission. Monsieur le ministre Isaac D. Dibi, s'il vous plaît, a gommé votre CV. Vous assumerez vos satisfecits ou vos mécontentements vis-à-vis de lui. Moi, j'ai dit qu'il y avait 3 ministres. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ce programme a échoué, bon, on ne va pas dire échoué, a eu quelques difficultés du fait que, on doit l'admettre, qu'il n'avait pas été profondément mûri et le gouvernement, à la pratique, s'est rendu compte de l'ampleur des procédures et de l'ampleur de la tâche. Par exemple, il y avait des questions, les questions foncières avaient été quasiment éludées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les propriétaires terriens, on n'avait pas pris leurs désidérateurs en compte. Ces propriétaires terriens ont plus tard fait de la surenchère incroyable qui a fait que les prix proposés par le gouvernement n'étaient plus en adéquation avec la réalité du marché. Par ailleurs, aujourd'hui, on peut dire que cette question est un peu résolue puisque aujourd'hui, le gouvernement a 2000 hectares de réserves foncières, notamment au niveau d'Abidjan, qui peuvent permettre aujourd'hui de construire des maisons suffisamment, en nombre suffisant. Par ailleurs, les 150 000 logements qui avaient été indiqués, je pense que, et je l'avais dit ailleurs, ces 150 000 logements n'étaient pas d'abord, c'était pas le projet gouvernemental au départ. Le projet gouvernemental était de 60 000 logements. Et c'est sur ces 60 000 logements que 30 000 ont été effectués. Mais il y a eu des adjuvants, notamment les promoteurs immobiliers, qui ont dit que les 60 000 logements étaient sous-estimés et qu'ils étaient en mesure de faire 150 000 logements. Mais finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est eux le problème Et quand on a eu des échanges avec les propriétaires immobiliers, ils ont effectivement posé la question du foncier. Mais il faut préciser aussi qu'ils ont une faiblesse technique et une faiblesse opérationnelle, notamment au niveau financier. Donc, ils n'étaient pas en situation. Ce sont ces problèmes-là que le gouvernement a aujourd'hui essayé d'adresser via des réformes. Il y a beaucoup de financiers aujourd'hui qui sont sur beaucoup de projets. Je pense à la BADEA, à la BID, au fonds d'Abu Dhabi. Je pense aussi à d'autres types de fonds, le fonds coïtien, qui sont aujourd'hui, la BADEA, j'ai dit, qui ont mobilisé d'énormes ressources, autour de 500 milliards de francs CFA aujourd'hui, qui vont être injectés dans la construction de nouveaux logements. C'est vrai, ça peut ne pas être beaucoup, mais je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en tout cas, a mesuré l'ampleur de la tâche. Voilà. Il y a eu beaucoup de réformes au niveau, même dans l'organisation institutionnelle. Vous savez qu'aujourd'hui, la CICOJ
n'existe plus. Il y a l'ANA qui est venue. La BHCI a été recapitalisée. Aujourd'hui, c'est elle qui est la banque dépositaire, en tout cas pour l'essentiel, la banque dépositaire pilote pour les projets de logements sociaux. Des fonds séquestres, ils sont logés, qui permettent aux gens quand même de garder de l'argent qui vont leur permettre de pouvoir s'inscrire dans les projets de logements sociaux. Oui, tout en prenant en compte ce que la CINE a dit, et je crois qu'on est tous d'accord qu'il y a eu une volonté. Mais il faut passer maintenant de l'étape de volonté à l'étape de l'action. Et les besoins étant énormes, je crois que on attend de toutes ces structures qui ont été mises en place, l'ANA, la BHC capitalisée, les réformes, tout ça, qu'on aboutisse maintenant à du concret. Il a parlé de 300 milliards, 500 milliards sur l'ensemble du projet. Je pense que l'État doit faire mieux, doit faire encore plus d'efforts. Parce que la question de la propriété... Les 500 milliards, c'est pour le nouveau programme qu'on appelle le programme d'urgence qui concerne 25 000 logements. Oui, mais si on a un déficit de 600 milliards, non, de 600 000 logements, désolé. On a un déficit de 600 000 logements. Et qu'on va consacrer seulement, on va se concentrer sur 25 000 logements, je crois qu'on n'est pas suffisamment ambitieux. Il faut que, de la même façon, la question, je l'ai dit tout à l'heure, la question de la jeunesse a été mise comme priorité nationale. Il faut aussi que la question du logement soit aussi élevée au niveau de priorité nationale. Quand on passe de 500 peut-être à 1000, à 2000, 3000 milliards sur cette question, vu les besoins qui sont énormes. Il y a un bémol. Il y a un petit bémol. Le bémol, c'est quoi? Parce que le programme social du gouvernement, enfin, le programme social vis-à-vis des jeunes, dont on parle 361 milliards, est un projet qui sera financé par des ressources publiques. Alors mais qu'est-ce qui empêche les ressources publiques de financer le logement? Non, aucun pays, en tout cas moi, à ma connaissance, aujourd'hui, le gouvernement n'a pas les moyens. Mais qu'il aille chercher les moyens, oui. Mais c'est ce que le gouvernement fait. Voilà. Ne me mettez pas en position d'avocat du gouvernement. Oui, mais bon, c'est toi qui fais ton choix. C'est toi qui fais tes choix d'intervention. Non, je dis... Bon, d'accord, c'est bien entendu. Il y a cité beaucoup d'institutions financières. Bateau, oui, c'est bon. C'est la CINE qui m'a interrompu. C'est moi qui avais la parole. S'il te plaît, les logements... Celui qui a parlé de bémol. Ça semble finir. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. J'ai fini. C'est lui qui a parlé de bémol, il n'avait pas la parole. J'ai fini. Donc, il termine. Non, il me laisse terminer, puis lui termine. Ce sera votre tour. Non, lui, il me laisse terminer. Il me laisse terminer parce que moi qui veux la parole. S'il vous plaît. Donc, je disais que si la CINE, je suis d'accord, il a cité une pléthore d'institutions financières. Mais il faut que cet argent, on le mette vraiment sur la question du logement. Parce que c'est une question, je vais dire, centrale. La CINE, tu peux terminer. Oui. Bon. Ce que je suis en train de dire, c'est que les logements sociaux ne peuvent pas être uniquement l'affaire du gouvernement. D'ailleurs, ce que le gouvernement peut faire, c'est l'encadrement institutionnel. Ça veut dire que les logements qui vont être mis à disposition, il y aura 80% de location-vente et il y aura 20% de location simple. C'est ce que le gouvernement fait. Le gouvernement même a fait des benchmarks avec des sociétés de construction, notamment Arab Contractor, au niveau de l'Égypte. Et donc, le gouvernement ne peut aller que chercher des investisseurs étrangers et chercher aussi des financements extérieurs. Je ne pense pas aujourd'hui... C'est pour ça qu'on les a élus? Je ne pense pas aujourd'hui qu'un gouvernement comme celui-là puisse aujourd'hui prendre la responsabilité de financer l'ensemble des logements. Je pense que ça ne peut pas être d'actualité et ce n'est pas logique. Donc, finalement, on a trois acteurs. On a l'État, on a les opérateurs et puis on a les banques. Les financiers. Oui. Voilà. Mais moi, je n'ai jamais dit que l'État détruise tout son argent pour... S'il vous plaît, Bateau. Si aller chercher l'argent sur la Lune... Guillaume Bateau, non. Moi, je retiens une chose. D'abord, je reviens sur les chiffres. On ne va pas faire la guerre des chiffres sur ce plateau, mais ce qui a été bel et bien lancé en 2013, c'est 400 000... Le déficit, c'est 400 000 logements par an. Alors, on aura le temps de vérifier hors du plateau. Ceux qui nous regardent vont vérifier également aussi. Si on est passé à 600 000 par an, on ne peut pas globaliser dire que... Je dis 400 000 à Abidjan et 200 000 à l'intérieur du pays, ça fait un total de 600 000 logements. Je ne pense pas que pour les 30 millions... Bon, vous l'avez déjà dit, de toutes les façons, l'information que nous avons, donc c'est 600 000 logements au total comme déficit. Avant même cette émission, j'ai été en contact avec le ministère de la Construction. S'il vous plaît, Bateau, Lanciné, laissez Félix. Acceptons 600 000 logements de façon globale. Une chose est sûre, c'est le gouvernement qui lance un programme et qui annonce que nous allons réaliser tel nombre de logements sociaux pour les Ivoiriens. Si le gouvernement n'est pas prêt, ne dispose pas des leviers nécessaires, les moyens, ne sait pas où aller chercher les moyens pour le faire, le gouvernement ne peut pas donner cet espoir aux Ivoiriens pour dire « je vais lancer 600 000 logements ou 300 000 logements que je vais réaliser pour les populations ». Quand on lance ce qu'on dit sur telle période, parce que quand je reviens sur le lancement de l'opération, les opérateurs, il y en avait 25 qui avaient été sélectionnés, chacun devait produire 3 000 logements. Et sur une certaine période, alors cette période, je dis que nous sommes à 10 ans et nous sommes très loin du compte.
Tant qu'on n'est pas prêt, on ne se fixe pas. On a aussi parlé de la faiblesse financière, notamment de ces opérateurs qui étaient des opérateurs au niveau local qui avaient été sélectionnés. Peut-être là le problème. On parle de l'État ou on parle de... L'État, c'est quand même l'État. L'État contracte avec des gens qui, quand même, sont sérieux. C'est l'État qui lance un programme, un projet, qui recrute ces opérateurs, qui a les moyens pour contrôler, de savoir que c'est... Oui, mais le régulateur... Mais l'État... Oui, mais si l'État choisit des gens qui n'ont pas d'argent, le projet et l'État fait ça régule. Pourquoi l'État choisit des gens qui n'ont pas d'argent? Monsieur, vous trois, c'est bon, Félix, pour vous, c'est bon pour les deux. Bledson n'a pas encore parlé, s'il vous plaît. Ce n'est pas un projet d'une société privée. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui lance un projet pour les Ivoiriens. Par exemple, tout à l'heure, quand tu parlais de 2000 hectares à Abidjan, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi j'ai été très heureux d'entendre le président parler désormais de Yamoussoukro, de Korogo, de San Pedro. Il faut l'étendre partout, Bondoukou, Bouna, Oudiene, partout. L'État doit prendre en compte, quand l'État lance un projet pour l'ensemble des Ivoiriens, l'État a pris toutes les manières nécessaires à organiser, a pu prendre toutes les mesures pour pouvoir arriver à ces fins. Surtout que cela est inscrit dans un calendrier précis. Ça veut dire que tout a été bien organisé au départ. Bledson, Mathieu. Oui, il faut biter les chiffres là, puis il faut éviter de dire à l'État il faut aller chercher suffisamment d'argent, il faut augmenter. Non, ce que l'État fait, c'est de trouver un système qui marche. On avait à l'époque du Fort-Boigny les Sikoji, les Sojefia, ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui encore les logements sociaux. Qui ont marché. Qui ont marché. Et puis durant 40 ans, ces programmes ont été arrêtés. Quand ces programmes sont arrêtés, c'est le privé qui construit, des individus qui construisent leur immeuble et puis la population loue, ou des opérations immobilières strictement privées qui s'installent et ça ne concerne que ceux qui ont un certain niveau de vie. Donc, ceux qui sont une vie moyenne sont exclus. Ce que le gouvernement a voulu faire maintenant, d'abord, il y a eu l'étape de la volonté du chef de l'État dans l'application. Il y a eu quelques difficultés. Eux-mêmes le reconnaissent. Ils ont trouvé les moyens de résoudre ces problèmes-là. Donc, ce n'est pas tellement une affaire de ministre. On a trouvé les moyens de résoudre ce problème. Le ministre Koné Bruno qui est arrivé a recensé tous les problèmes et ils ont trouvé les solutions. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne peut pas lancer 1 million de logements sociaux par an? Non, la question n'est pas le nombre. Il faut voir si le mécanisme marche. Il faut être prudent parce que par derrière, il y a l'État ne finance pas en fait. L'État, le Premier ministre l'a expliqué, il va emprunter sur le marché international. Bakayoko a cité toutes les banques auxquelles il faut ajouter SFI pour permettre aux Ivoiriens d'accéder à un crédit moins cher. C'est surtout ça. Ce sont les banques de façon classique financent les logements. Il y a des opérations immobilières, mais le montant à payer dans le délai est élevé. Et le coût de la maison aussi est élevé. Donc l'État lui dit, bon, pour que les maisons reviennent moins chères, nous allons d'abord produire une bonne partie des matériaux. Ça se réduit le Donc il y a le jeu de régulation Donc ce système, il faut le mettre en marche. À partir du moment où c'est huilé, que ça marche, les maisons... On va regarder les choses. Merci Bledson, merci Félix Boni, merci Guillaume Bato, Lansine Bakayoko. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est réalisée par Fofana Mamadou. Merci à David Soyo pour les reportages. Merci à toutes les équipes autour. Tout de suite, le journal de 20h avec Marie-Laure Ngoran. À dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse. Thank you.